Non, vous êtes en salle d'attente. Je suis en train de me connecter, moi. Ravi d'accueillir Laurence Rioux, présidente d'Ixéo Conseil, et Tiffaine Guézet, consultante en organisation, pour ce webinaire organisé donc, dans nos locaux à la French Tech Bordeaux, en mode distanciel. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas nos masques. Nous sommes en mode distanciel et séparés, à la fois pour éviter les effets Larsen, mais aussi pour respecter les conditions sanitaires. C'est avec grand plaisir que je vous accueille, Laurence et Tiffaine, et que je vous laisse entre les mains de notre super animateur à la French Tech Bordeaux, qui est Michael Lozano. Voilà, très bon webinaire à toutes et tous. Et surtout, n'hésitez pas à interagir, poser vos questions directement dans le chat, mais Michael va le rappeler. Bonjour, donc je suis Laurence Rioux, présidente et cofondatrice du cabinet XO Conseil, et merci à French Tech Central, à Michael et à Philippe de nous accueillir et de nous permettre d'intervenir aujourd'hui à travers cet atelier. Alors XO Conseil, c'est un cabinet de 7 personnes. Nous sommes situés à Bègle, à 2 pas de la Cité numérique, et nous avons le plaisir d'être partenaires de la French Tech Bordeaux cette année pour la première fois. Nous accompagnons les entrepreneurs porteurs de projets d'innovation ou de recherche, et nous intervenons sur la recherche de financement et la structuration du projet d'entreprise. En fait, nos clients sont aussi bien des startups que des PME dans des domaines très variés, que ce soit du dispositif médical, du design d'expérience, de la biotech ou de la modélisation de flux météo. Voilà. Nous allons fêter nos 10 ans en janvier prochain. Et à l'origine, nous nous sommes développés sur le thème du financement fiscal d'abord, ensuite sur les financements nationaux et européens en voyant grandir nos clients. Et ensuite, nous avons accompagné ces entreprises sur des dispositifs d'accélération de la mise sur le marché de leurs produits innovants à travers l'EIC Accelerator, qui est un dispositif de financement européen assez particulier et très intéressant. Ce faisant, en accompagnant nos clients sur plusieurs années, en les voyant grandir, et parce qu'on a toujours privilégié une relation de proximité, on a pu prendre conscience de l'importance de 3 facteurs clés de succès, en fait. Le financement, bien sûr, le marché, évidemment, mais aussi l'organisation humaine. Et là, du coup, nous avons vraiment senti le besoin de développer une offre d'accompagnement particulière sur ce volet qui nous paraît crucial dans le succès d'une entreprise. Notre constat, c'est que souvent dans l'écosystème des startups, on peut avoir l'impression que la quête du financement constitue l'alpha et l'oméga du quotidien du porteur de projet. Et ça nous semble être la source en fait de beaucoup de déboires. Mathieu Laurens, le CEO d'AT Internet, l'a souligné il y a quelques mois dans un article de Madines, il n'y a pas de corrélation stricte entre levée de fonds et succès d'une startup. Donc le financement ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a voulu aborder ce thème de la croissance, du virage tellement attendu, mais en soulevant ce point vraiment trop souvent négligé et pourtant primordial à nos yeux, qui est l'organisation humaine. Parce qu'en fait, ce sont les hommes qui portent les projets, parce qu'un investisseur va fatalement vous poser la question « et qui va mener ce projet que vous me présentez, qui me plaît, mais quelle est votre équipe? Quels sont vos partenaires? Quels sont vos hommes, vos femmes clés? Et pourquoi vous suivent-ils? Est-ce qu'ils vont être là demain? En fait, pourquoi est-ce que je devrais miser sur eux aussi? » Donc, je vais passer la parole à Michael qui a besoin de faire un point technique de cadrage. Et ensuite, c'est Tiffaine Guézet qui est responsable de l'offre XO Croissance chez XO Conseil qui vous exposera le contenu de cet atelier. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, effectivement, bonjour à toutes et à tous d'abord, avant tout. Je vous remercie évidemment chacun et chacune d'entre vous de votre présence aujourd'hui. Je vais simplement faire le petit côté rébarbatif, si bien quelqu'un s'y colle, en amont de ces webinaires, avec quelques détails techniques. Vous l'avez vu lorsque vous êtes connecté, nativement, votre webcam et votre webcam sont déconnectés. Je vous demande, si vous en êtes évidemment peur, de rester ainsi durant ce webinaire, tout simplement pour éviter les bruits parasites, pour éviter de consommer aussi trop de bande passante, donc de garantir une certaine stabilité à ce webinaire. Vous aurez la possibilité... Il faut que tu parles un petit peu plus fort, Michael. Un tout petit peu plus fort, on te voit, on t'entend de très loin. D'accord. Alors, vous aurez la possibilité, durant ce webinaire, de poser vos questions avec l'outil Converser de Zoom. Donc, vous avez la possibilité, donc, au fur et à mesure en fait, de ce webinaire, de saisir vos questions
On y reviendra dans un second temps, évidemment, et on s'assurera, et je m'en assurerai personnellement, qu'on n'en oublie aucune. Vous aurez évidemment la possibilité aussi de reconsulter ultérieurement ce webinaire. On le mettra sur notre chaîne YouTube en fin de journée, si je trouve le temps de le faire. Donc, n'hésitez pas à revenir sur notre chaîne YouTube dans quelques heures, demain matin ou plus tard, et vous aurez la possibilité, évidemment, de le consulter, de le reconsulter. Dernier point, évidemment important, dérouler sa présentation. N'hésitez pas aussi, si vous avez des interrogations complémentaires ou des sujets que vous souhaitez explorer plus avant, à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à me faire signe et je ferai le lien évidemment avec Laurence et avec Tiffaine pour que vous puissiez effectivement peut-être approfondir le sujet et aller encore plus loin. Je m'arrête là. Les gens ne sont pas là pour moi. Tiffaine, c'est à toi. Merci, Michael, et merci à la French Tech donc, de nous accueillir et merci à vous d'être inscrits à notre webinaire. Alors, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que 9 startups sur 10 peinent à survivre à l'horizon des 5 ans. Une enquête menée par CB Insight en 2019 a recueilli des témoignages post-mortem de plus de 150 startups et elle montre qu'en fait, une des principales raisons de l'échec est la défaillance de l'équipe et sur 2 niveaux. La qualité de la relation entre les gens et le niveau de compétence. Et parfois, certains dirigeants ont tout à fait conscience des enjeux organisationnels et RH et se sentent impuissants car c'est parfois toute l'équipe qui freine sur le sujet. J'ai le souvenir, par exemple, d'une start-up charentaise qui voulait qu'une réflexion soit engagée sur le sujet et un des co-dirigeants m'expliquait que pour les équipes, pour qu'elles comprennent l'importance de ce sujet, y compris son associé, il fallait d'abord qu'ils aillent dans le mur et que c'était leur façon de fonctionner car ils estimaient qu'ils avaient des choses beaucoup plus urgentes à faire que de s'occuper de ces sujets-là. Car oui, en effet, une chose est certaine, c'est que ce sujet prend du temps, au même titre que le sujet des financements et de la modélisation de votre R&D et de votre marché. Et ça, pour vous qui êtes en développement, voire en fort développement, le temps est un luxe que vous pensez ne pas être possible de trouver, surtout sur les sujets RH et organisationnels qui ne sont peut-être pas automatiquement des sujets qui vous attirent ou qui sont dans vos domaines de compétences. Pourtant, investir sur ce champ et investir ce temps vous permettra de mettre en place une partie des assises incontournables pour optimiser la réussite de votre entreprise. Michael, tu peux mettre la slide suivante. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de poser quelques fondamentaux le plus tôt possible pour préparer l'augmentation de vos effectifs. L'idée ici n'est pas de vous faire un cours théorique, mais de vous partager ce qui nous semble fondamental de travailler le plus en amont possible d'une période d'accélération. Cela vous servira pour le bon développement de vos structures, mais aussi, comme le disait Laurence, parce que les financeurs ont un regard très attentif sur ces éléments humains. Alors, quels sont-ils ces fondamentaux? Déjà, identifiez votre raison d'être, qui comprend la vision, la mission, les valeurs et parfois votre ambition. Définir sa raison d'être est un sujet relativement développé qui peut peut-être vous apparaître comme étant un phénomène de mode, et pourtant c'est bien plus que cela. C'est un moteur de cohésion, de motivation, de recherche d'atteinte de résultats, de structuration de vos stratégies, de priorisation de vos actions. C'est une boussole pour vos décisions quand vous avez à recruter, etc. Par ailleurs, dans un monde complexe, incertain et changeant, les gens ont besoin de mettre du sens et de rattacher leur quotidien à un projet plus large, avec la fameuse question qui revient souvent et que vous n'avez certainement pas manqué d'entendre. Mais moi, quel impact j'ai dans ce monde via mon travail et via l'entreprise dans laquelle je travaille? Et sur la question du sens, justement, il y a un autre essentiel qui concerne particulièrement les dirigeants. Il est fondamental pour eux d'avoir un espace de partage, de réflexion avec des personnes qui peuvent les écouter et sur tous les sujets. Pas que sur les sujets stratégiques de développement, mais aussi sur des sujets plus personnels qui sont en lien avec leur propre questionnement de dirigeants. Ça peut être le rôle du board, en tout cas, un des membres du board. Un deuxième essentiel qu'il vous faut définir, qui est en lien avec la gouvernance, c'est votre style managérial et les modalités de prise de décision. Comme vous le savez, les entreprises ne s'y dirigent plus aujourd'hui comme hier. Et de plus en plus, les salariés souhaitent comprendre et adhérer à ce qu'on leur demande. Et ils souhaitent aussi participer à minimum aux décisions prises par l'entreprise. La recherche de compréhension et d'adhésion implique notamment pour l'entreprise de privilégier la légitimité de compétences
à la légitimité de statut quand il s'agit de choisir les managers. J'ai en tête une start-up qui est dans le numérique et le développement de logiciels. La boîte a grossi et un management intermédiaire a été mis en place. Ces managers n'ont pas été considérés comme légitimes par les salariés, car selon eux, ils manquaient de compétences pour être suffisamment crédibles. Et ils ne pouvaient donc pas entraîner leurs troupes avec eux. Il faut aussi faire attention à la cohérence des méthodes que vous pourriez avoir envie de développer. La méthode Scrum, par exemple, et plus largement les méthodes agiles qui sont très à la mode en ce moment. Il faut avoir une attention particulière à l'incohérence du style de management qui peut exister entre la façon de faire le travail au sein des projets où on est en mode agile et la façon d'interagir des personnes en dehors de la vie d'un projet. Sur le besoin de participer des salariés aux décisions d'entreprise, il va falloir faire attention à prendre en compte à minimum le contenu de ce qu'ils vous apportent et ou à minimum que vous expliquiez pourquoi vous ne prenez pas ces contributions en assumant clairement vos choix. Ça, c'est un grand classique. Par exemple, une start-up qui avait consulté ses salariés sur la façon dont ils voyaient leur entreprise et quelles suggestions d'amélioration ils pouvaient apporter. Aucun retour sur cette enquête ne leur avait été fait. Cela a créé beaucoup de non-dits, de questions sans réponse qui ont alimenté des frustrations, de l'incompréhension et au final une confiance dégradée envers leur employeur. Autre fondamental à poser, le repérage des compétences à court, moyen et long terme dont votre société va avoir besoin pour bien se développer. D'abord quand vous recrutez et ensuite quand vous projetez votre développement. Quand vous recrutez, il y a les compétences techniques dont il vous faut vous assurer qu'elles correspondent réellement à vos besoins. Et là, j'attire particulièrement votre attention sur les compétences des fonctions support. Vous êtes souvent des dirigeants qui venaient d'un domaine précis de compétences et il peut vous être difficile d'aller plus loin que par exemple vous dire « il faut que je recrute un DAF » ou « il faut que je recrute une DRH ». Je vous donne un exemple. Il s'agit d'une start-up qui avait recruté une DAF en se basant sur la confiance que cette candidate pouvait leur inspirer à travers son expérience et ses compétences présentées. Ils n'avaient pas identifié en amont, parmi toutes les compétences d'un DAF, celles dont ils allaient avoir spécifiquement besoin par la suite sur le sujet de la direction financière. Et ils se sont retrouvés, au bout de 2 ans, avec une DAF qui n'était plus compétente par rapport au périmètre demandé et dont aucune formation n'avait été projetée. L'idée est donc d'aller chercher en amont les éléments d'information à la fois sur le métier, parce que c'est souvent un métier que vous ne connaissez pas forcément, que vous compreniez mieux ses enjeux, etc. Et sur vos besoins en la matière pour votre entreprise, quand vous projetez le développement de votre entreprise. Cela va vous permettre de mettre des contours sur le poste de DAF qu'il vous faut spécifiquement à vous pour votre propre entreprise et ses propres enjeux. Autre écueil très fréquent, souvent on fait porter au DAF la fonction RH. Cela peut encore passer dans les petites structures où l'oralité, la convivialité et la simplicité des choses permettent de répondre aux 2 fonctions. Mais cela peut devenir difficile à tenir quand la structure grossit significativement et que les enjeux organisationnels et RH se densifient et impliquent une expérience et un ensemble de compétences adaptées. Autre point concernant l'identification des compétences. En fonction de chaque étape de développement de votre entreprise, les besoins en compétences vont évoluer et il faut les prévoir le plus tôt possible. N'attendez pas de mettre votre produit sur le marché pour penser au recrutement de commerciaux ou à la communication. Vous allez pouvoir anticiper sur la formation et les recrutements. Cela s'appelle dans le jargon la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Autre point qui fonctionne avec le précédent, c'est l'identification de la culture d'entreprise. Un point qui est d'autant plus important qu'une culture s'apprend difficilement contrairement à une compétence. Et c'est quoi exactement la culture d'entreprise, la fameuse culture d'entreprise? C'est l'ensemble des comportements attendus des individus qui composent l'organisation. La culture d'entreprise est un socle commun et minimum de façon de faire qui va faciliter la réalisation du travail et des relations. Elle est souvent impulsée par le ou les dirigeants. Je vais vous donner par exemple un élément clé d'une culture, la place de la prise d'initiative interrogeant la capacité de l'entreprise à innover et à prendre des risques. Par exemple, est-ce que vous attendez de vos salariés qu'ils prennent des initiatives ou souhaitez-vous qu'ils soient plutôt des exécutants? Attendez-vous qu'ils inventent, qu'ils poussent les portes ou est-ce qu'ils s'en tiennent aux orientations que vous leur donnez?
Autre point fondamental, faire parler de vous le plus possible, surtout si vous avez des profils recherchés en tension. Vous êtes souvent très occupés à communiquer sur vos produits et vos services, mais ce n'est pas uniquement ce prisme qui va donner envie à vos candidats de vous rejoindre. En particulier, quand ils ont des profils rares et qu'ils peuvent avoir jusqu'à 15 offres d'emploi en même temps. Là, il va falloir faire la différence et vous pourrez l'être en communiquant sur votre fameuse marque employeur et aller plus loin que la présentation des avantages type ticket à restaurant, mutuelle et autres avantages devenus parfois des basiques du pack RH. Et dernier point fondamental, un sujet qui est très opérationnel mais qui n'en est pas moins important, la question des salaires. J'ai en tête un cabinet d'études parisien qui avait quelques années et qui comptait une 30aine de salariés. Un jour, un salarié est tombé par hasard sur une fiche de paie de l'un de ses collègues. Cela a été un choc pour lui, puisque le salaire de l'autre était plus élevé que le sien, alors que la responsabilité était la même, les diplômes étaient les mêmes et le nombre d'années d'expérience à peu près équivalent. Cela a occasionné une crise interne et cette entreprise a pu réguler le sujet, mais avec de la casse. Alors, comment est-ce qu'elle s'y est prise? Nous avons d'abord identifié les critères qui permettaient de situer de façon rationnelle et objective les salariés. On avait collecté des éléments de la convention collective, les niveaux de salaire des personnes qui sortaient de telle ou telle école, le niveau d'ancienneté, le niveau de responsabilité, etc. On a construit une grille à partir de ces éléments et on a rentré les salaires pratiqués par l'entreprise dans une couleur et les salaires résultant de l'application de ces critères objectifs dans une autre couleur. Eh bien, il s'est avéré qu'il y avait de grosses incohérences. Parfois, les salaires étaient plus hauts que ceux qu'ils devaient être, ou au contraire, étaient bien plus bas que ceux qu'ils auraient dû être. Alors, slide suivante. Pourquoi est-ce que pour nous, ce travail d'identification, de repérage des fondamentaux est essentiel quand on réfléchit aux enjeux de l'augmentation des effectifs? Parce que quand vous grossissez, c'est parfois de façon rapide. Et avoir repéré ces fondamentaux vous permet de gagner du temps et de l'efficacité pour bien penser vos recrutements. Ces fondamentaux, puisqu'ils sont identifiés, vont vous permettre de faire le bon match, un peu à la façon d'un algorithme d'un site de rencontre qui va aider la bonne rencontre à se faire. Alors ça y est, vous y êtes dans une phase d'accélération. Vous avez 1, 4, 2, 10, 20 recrutements en 3, 12, 18 mois. C'est une période de développement extraordinaire pour vous. Et là, comment rendre les recrutements le plus optimal possible? Et c'est là que le match va pouvoir être plus clair. Parce que vous l'avez préparé. Les fondamentaux étant posés de votre côté, il va vous rester à faire en sorte de les formaliser, de les rendre cohérents pour que vous puissiez les communiquer au candidat, sans oublier de préparer le candidat à faire lui-même le même exercice le concernant. L'idée finale étant de voir si le projet professionnel et relationnel que vous allez lui proposer va correspondre à son projet professionnel et relationnel. L'un comme l'autre, vous allez poser ce que vous êtes, ce que vous voulez, comment vous fonctionnez, comment vous voyez les choses. Et vous allez ainsi pouvoir échanger et réfléchir à partir d'éléments clairs et identifiés pour voir, 1, si le match peut se faire, 2, s'il y a besoin de réaliser des ajustements, et 3, si cela n'est pas possible, quand bien même la compétence serait là. C'est un peu finalement comme un couple. Avant, dans le cadre du mariage, il y avait la période de fiançailles qui permettait de se poser les bonnes questions. Car finalement, quand on y réfléchit bien, par rapport à la vie qu'on peut mener dans une entreprise, qu'est-ce que dit véritablement un site internet, une offre d'emploi, et en face un CV, une lettre de motivation? Une valeur dit-elle vraiment ce qu'elle représente de façon uniforme pour les membres d'une organisation et pour l'extérieur? L'exemple d'une start-up qui est actuellement en pleine croissance et qui compte parmi ses valeurs la valeur d'innovation. Les dirigeants considèrent qu'ils proposent des services et des produits innovants. Et moi, quand j'ai réalisé le diagnostic organisationnel et social, les salariés ont exprimé le fait que pour eux, certes, leurs produits et services étaient excellents, mais pas innovants. Donc, il est important de s'accorder sur les faits et sur les définitions quand vous rencontrez des candidats. Autre exemple, une start-up qui avait mis dans son offre la pratique d'un management horizontal. Pour le dirigeant, un management horizontal, ça voulait dire que l'accès au CIO était facile. Par contre, pour les candidats et pour l'interne, pour les équipes, cela voulait dire qu'il n'y avait pas de chef. Sauf que personne n'a posé la question en entretien car chacun avait en tête une définition qui lui semblait évidente.
De plus, dans un processus de recrutement, les biais sont multiples. L'intuition peut être un piège et les tests psychologiques restent des pistes à partir desquelles on peut travailler, bien sûr, mais ils orientent les choses car leurs résultats restent un ensemble d'interprétations. Ce ne sont pas des données factuelles. Or, qu'est-ce qui est sécurisant? C'est d'avoir un échange le plus complet et précis possible pour que les faits remplacent les ressentis et qu'on puisse raisonner à partir d'éléments concrets. Et in fine, qu'est-ce que cela permet? La sécurisation de la décision de part et d'autre, avec une limitation des coûts liés au recrutement, au turnover, les coûts liés à l'intégration, à la formation, au temps d'accompagnement du début, etc. Et cela permet aussi de créer un cercle vertueux. Plus vous choisirez les bonnes personnes pour votre entreprise, et plus les personnes vous choisiront parce que vous êtes la bonne entreprise pour elles, et plus cela s'auto-alimentera. Il y aura moins besoin de travailler les leviers de la motivation. Mais cela ne signifie pas que le match soit joué une fois pour toutes, ce serait bien trop facile. Slide suivante. Ce que l'on vous propose maintenant, c'est de choisir le management par l'entente. Le management par l'entente, c'est un ajustement permanent, régulier, au niveau collectif et individuel, pour s'assurer que l'équipe en place à tous les niveaux est bien à sa place et le plus satisfait possible. Alors ça y est, vous avez recruté, vous avez constitué une équipe qui vous ressemble, vos collaborateurs et vous avez construit un projet professionnel et relationnel qui est abouti, parce que vous avez pu vous mettre d'accord sur ce qui est important pour chacun d'entre vous à partir d'éléments concrets et factuels. Et là, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? Déjà, quelque chose d'essentiel et qu'on voit bien trop souvent. Il est important d'avoir une attention particulière pour les premiers arrivants qui se sont souvent donnés corps et âme dans l'aventure. Ils peuvent avoir le spleen des premiers temps, regretter le côté familial et convivial du début. Là, il y a un ajustement à prévoir avec eux, car la tribu est devenue une entreprise et ils ne s'y retrouvent peut-être plus. Ils attendent peut-être quelque chose comme retour de leur forte contribution. Ils attendent peut-être d'évoluer dans l'entreprise. Il faut ici développer le dialogue avec eux et voir comment penser une évolution qui va à la fois leur convenir et convenir à l'entreprise. Autre chose à côté de laquelle il ne faut pas passer, c'est la situation des dirigeants. Le dirigeant, est-ce qu'il est toujours en accord avec ce qui est en train de devenir l'entreprise qu'il dirige? Comment est-ce que lui aussi il peut ajuster les choses? Là se pose la question de la répartition des tâches, par exemple, entre les associés. Cela peut être aussi des actions qu'il a envie de mettre en place et pour lesquelles il faut qu'il s'assure qu'elles correspondent bien aux attentes de ses salariés. Par exemple, j'ai en tête un dirigeant d'une start-up qui avait ouvert le capital de son entreprise à ses salariés. Ceux-ci n'avaient pas forcément apprécié d'un bon œil la démarche et le dirigeant en avait été extrêmement déçu. On en discutait et je lui ai posé une simple question. Est-ce que vous aviez consulté avant vos salariés pour savoir ce qu'ils en pensaient? Et il m'a dit que non. Dernier niveau d'ajustement qu'il est important d'avoir en tête, celui qui concerne la nouvelle équipe, et donc l'équipe au sens large. Les mois vont passer, chacun va évoluer dans ses envies professionnelles, dans sa vie privée, il y en a qui vont avoir des enfants, etc. Pendant que le projet lui aussi est en train d'évoluer. Est-ce que vous allez attendre le fameux entretien annuel pour repérer les sujets qu'il faut travailler de part et d'autre pour que les deux parties aient toujours l'envie de travailler ensemble? Ce sont des micro-ajustements qu'il va falloir réaliser. C'est ce que nous appelons le management par l'entente, celui qui permet un ajustement régulier au mouvement incessant de toute entreprise. Un autre exemple, celui d'une salariée qui avait voulu partir d'une entreprise alors qu'elle donnait satisfaction. L'entreprise, quand elle lui a dit qu'elle voulait partir, a cherché à comprendre les motivations de son départ et surtout elle est allée plus loin en lui demandant ce qu'elle voudrait faire dans l'idéal. En faisant cela, elle a fait émerger des attentes non forcément explicitées lors de l'entretien de recrutement. Et il s'est trouvé que ce que la salariée a exprimé correspondait à un besoin de l'entreprise à ce moment-là, un besoin de communication. Ils se sont mis d'accord sur la nouvelle fiche de poste et près de 2 ans après, la salariée est toujours en poste et la satisfaction est de mise des deux côtés. Ne pas prendre le temps de s'interroger sur la manière dont chacun vit l'entreprise régulièrement, c'est prendre le risque de perdre ses équipes sans voir venir le moment de rupture, de garder des équipes vidées de leur motivation, ce qui n'est pas mieux, ou pire parfois, de les faire réagir par une communication à l'externe de l'entreprise parce qu'ils n'ont pas trouvé l'espace de dialogue ou se faire entendre à l'interne. Peut-être que vous avez entendu parler du mouvement Balance ta Startup,
Donc, prendre le temps d'ajuster, c'est s'assurer que chacun a bien la bonne place qu'il lui faut. Et c'est aussi donner l'occasion aux gens de partir de façon juste et cohérente ou de modifier leur situation. Et pour faire cela, une condition essentielle permet de rendre possible ce management par l'entente. La possibilité de pouvoir se parler tout simplement. Et donc développer des temps et des espaces de dialogue. Et deuxième chose, la possibilité de se parler librement. Ça, c'est pas non plus gagné, parce que énormément de dirigeants et de salariés se mettent des injonctions du genre « il faut bien que je reste à ma place de dirigeant » ou « il faut bien que je reste à ma place de salarié ». Et là, peut-être, Laurence, tu aurais quelque chose à dire. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, toute la difficulté de cet exercice qui vise à constituer une équipe sur laquelle le dirigeant va pouvoir s'appuyer, c'est de restaurer un climat de confiance réciproque. Et ça, c'est particulièrement difficile avec le droit français qui nous amène, le droit du travail, qui nous amène à nous positionner, salariés aussi bien que dirigeants, en prédaté. Alors, le terme est un peu fort, mais je m'explique. Le droit du travail, il est très protecteur et il est complexe. Et il ne distingue pas la grande entreprise de la TPE ou de la start-up. Et de fait, il lui inflige des obligations qui sont parfois très difficilement compatibles avec les réalités des petites structures et qui, en cas de conflit, peuvent mener à des sanctions qui peuvent mettre la structure en péril. Donc, de fait, le dirigeant est très souvent sur le qui-vive en se demandant quand et qui va le mener au prud'homme, en se saisissant du moindre prétexte. Et le salarié, lui, il a souvent l'impression que le dirigeant, il est tout puissant. Il aura le dernier mot et qu'il faut qu'il soit vigilant sur ses droits. Donc, c'est un rapport au monde du travail qui peut être usant, spécifiquement en temps de croissance, et où là, les enjeux RH sont vraiment très importants. Donc, voilà, c'est le petit mot que je voulais rajouter, Tiffaine, sur l'impact des litiges. Merci, Laurence. Et donc, pour finir, dernière slide. Qui pourrait permettre de faire ce réajustement régulier dont on a parlé? Qui pourrait porter cette fonction? Qui pourrait permettre ainsi d'anticiper les conflits et créer les conditions d'un dialogue innovant et constructif? Nous pensons que cette fonction fait partie de l'avenir des entreprises et qui doit être en lien avec la fonction des RH et du CSE. Nous pourrions l'appeler un responsable de l'entente, un responsable de la transition permanente, un responsable de l'ajustement. Et qu'est-ce que ça permettrait? Eh bien, de fidéliser les personnes motivées et compétentes, de dédramatiser les départs en les anticipant de manière constructive et intelligente, et pourquoi pas, finalement, créer une relation de confiance, même dans la décision de se séparer, pour qu'ensuite la personne puisse éventuellement revenir dans l'entreprise par la suite. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et merci pour votre attention. Alors, je propose qu'on rentre dans une phase de questions-réponses, si vous le voulez bien. Je vais essayer de parler plus près de mon micro. Alors, je vois qu'Anna a déjà posé une première question, et puis j'encourage évidemment les autres participants à en déposer d'autres. Est-ce que vous intervenez dans la construction d'une équipe? Est-ce que vous aidez les startups à recruter? C'est la question d'Anna. Est-ce que la question peut être plus précise? Est-ce qu'on aide dans tout le processus de recrutement? La réponse est non. Nous, on ne se substitue pas à un cabinet de recrutement. Donc, on ne fait pas de chasse. Par contre, on va travailler effectivement sur les sujets qu'on vient d'évoquer, les fondamentaux, aider les entreprises à finalement préparer leur fiche de poste en fonction de leur stratégie de développement pour qu'il y ait une réelle coïncidence entre ce que l'entreprise veut et ce que le candidat va pouvoir apporter. L'idée étant de travailler, pardon Mickaël, juste l'idée étant de travailler le recrutement et la constitution des équipes en cohérence avec un projet d'entreprise. C'est-à-dire vraiment de repérer ce dont on a besoin à T0, mais aussi à T plus 18 mois ou un an, et de voir si les personnes pourront s'adapter, dans quelle mesure, ou de compléter les profils. Merci. En attendant peut-être que la discussion s'amorce et que d'autres participants déposent leurs questions, un sujet que tu as évoqué rapidement, Tiffaine, tout à l'heure, qui est le mouvement Balance ta startup. Je remets peut-être dans le contexte pour ceux qui l'ont moins suivi. C'est effectivement une vague de témoignages sur les réseaux sociaux, de comportements on peut qualifier de toxiques probablement, dans le cadre effectivement de start-up à Paris et ailleurs. Donc, voilà, des comportements qui ont été dénoncés de manière
de manière, j'allais dire, très cash sur les réseaux sociaux, de manière anonyme certes, mais cash malgré tout. Toutes les deux, Tiffaine et Laurence, qu'est-ce que vous retenez peut-être de ce mouvement et puis comment est-ce qu'il est finalement assez lié au sujet que l'on explore ensemble aujourd'hui? Tiffaine, si Tu veux répondre, Laurence, comme tu veux. Je pense que, moi, ce que j'en retiens, c'est que ce lynchage médiatique, c'est peut-être la conséquence d'un espace de parole qui n'existait pas ailleurs, tout simplement. Après, on peut se prononcer sur le fait que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je pense que le débat, il n'est pas forcément là. Là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est pourquoi il y a eu cette faille, ce schisme entre les attentes des salariés et ce qu'on leur a proposé en réalité, et qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont venus à ce point d'explosion et de mise sur la place publique de problématiques d'entreprise, quoi. Donc, voilà. Tiffaine, je pense que tu pourrais être plus percutante là-dessus. Pas forcément plus percutante, mais en tout cas complémentaire. En fait, moi, j'ai lu là, tous les témoignages sur Instagram, notamment. Et en fait, ça pose la question de la relation. Hein. Donc, la relation est une bonne relation basée à partir du moment où, quand vous vous exprimez, vous vous mettez d'accord sur des faits et non pas sur des ressentis. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, le harcèlement moral. Alors moi, je vais parler de ça parce que je suis en fin de formation à l'école de la médiation à Bordeaux. Et on apprend à ce qui est l'ingénierie relationnelle. Pour l'exemple du harcèlement, hein, qui revient quand même souvent, je vais vous donner un exemple très précis de salariés qui se disent harcelés parce qu'ils reçoivent des mails le dimanche soir, le soir, la nuit, etc. Alors, il y a la loi et puis il y a l'ingénierie relationnelle. La loi dit que on ne peut plus avoir ce genre de comportement, notamment les managers, les dirigeants. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, est-ce que vraiment la personne qui voit qu'elle a un mail est obligée d'y répondre? La réponse est non. Donc, tout ça, c'est comprendre comment les personnes peuvent se mettre elles-mêmes des contraintes et s'inscrire du coup dans une relation qui est faussée parce qu'elles choisissent elles-mêmes de travailler le soir, le week-end, et donc du coup de dénoncer le fait que ce soit un harcèlement parce qu'il y a des mails qui sont envoyés à telle ou telle heure. Ce qui pose aussi la question, j'en parlais tout à l'heure, de l'espace de dialogue et cette parole qui pourrait être libre. On n'a pas appris à l'école, en entreprise, nulle part, à savoir être en relation avec l'autre. Et savoir être en relation avec l'autre, c'est adopter une bonne posture qui va permettre d'être à la fois dans une position d'humilité. Je ne sais pas mieux que toi parce qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de vérité. Mais en même temps, je suis humble, je reste humble et je ne suis ni au-dessus ni en dessous de toi. Et ça, on ne l'apprend pas. Donc, pour reboucler avec le mouvement de Balance ta Startup, il me semble que ça montre surtout une chose, c'est que les gens ne savent pas se parler et que ce qui nous paraît évident, la communication c'est évident, parler de soi c'est évident, se mettre d'accord sur quelque chose c'est évident, et ben non, c'est pas évident. Parce qu'on a tous une lecture du monde, une lecture de ce qu'il faut faire et pas faire. On a tous des valeurs morales qui sont assez fortes. Et en fait, on ne se rend pas compte que nos évidences n'en sont pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, j'insistais beaucoup dans la présentation et j'espère que c'est ressorti, c'est qu'il faut vraiment faire attention, se mettre d'accord sur des faits pour sortir des ressentis. Il y a tellement de choses qui se passent dans les entreprises parce que les gens ont des ressentis et du coup, ils prennent les choses pour eux, alors que ce qu'a voulu dire la personne, ce n'est pas exactement l'intention qu'elle en avait. Si Tiffaine, je suis ravi de découvrir ce nouveau mot ingénierie relationnelle que je ne connaissais pas. Et je trouve qu'il résume parfaitement bien la nécessité absolue de prendre du temps pour partager, écouter, expliquer
comprendre en quelque sorte, et rien que de formuler un peu les attentes, les objectifs, les missions, rien que de les formuler ensemble, ça permet déjà de mettre des mots. Alors peut-être que derrière ces mots, les représentations vont être différentes par les uns et par les autres, mais au moins les formuler, les reformuler, c'est un moyen de partager et de toucher du doigt un certain nombre, soit d'incompréhension, soit d'incompatibilité, soit de problèmes, ou de confirmation que tout le monde tire dans le même sens, va dans la même direction. Et alors, il y a un élément qui amplifie ce problème d'ingénieur, enfin, c'est pas ce problème, c'est qui amplifie ces problèmes qui peuvent être relationnels. C'est ce que Camille Janot pose comme question dans le chat, c'est-à-dire qu'il y a il y a parfois un décalage entre la nécessité pour des startups de recruter, et c'est difficile, et donc de peut-être parfois, non pas survendre, mais d'être vraiment en mode c'est super ce qu'on fait dans notre équipe, dans notre structure, il faut absolument que vous la rejoindre pour tel poste, etc. etc. Et il peut avoir un biais, c'est un décalage entre justement l'expression du besoin par rapport au marché qui est un peu tendu en termes de profil d'hommes et de femmes et de compétences. Et donc, de ce fait, à un moment donné, il faut être attractif, il faut développer sa marque employeur, mais il faut aussi concrètement recruter, délivrer, produire, évidemment. Donc ça, c'est un des biais, et je ne sais pas comment on peut aider les entrepreneurs à faire en sorte que, est-ce que vous avez quelques trucs et astuces, bonnes pratiques, pour faire en sorte qu'ils soient toujours en développement fort de marque employeur, tout en étant en relation étroite, de proximité, de compréhension, de dialogue avec leur équipe. Quel conseil vous pourriez leur donner? Tu veux répondre, Laurence? Non, Tiffany. En fait, je ne sais pas s'il y a des formules magiques, à part de prendre le temps de bien poser les choses. Je dirais qu'au fur et à mesure qu'on se construit, c'est prendre du temps pour faire émerger ce qu'on est en train de devenir. Et ça, si on ne prend pas ce temps-là, si on ne repère pas ce qu'on est et donc ce qu'on n'est pas, ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien, ça va être difficile de construire une marque employeur. Hein, parce on se définit autant dans ce qu'on est de ce qu'on n'est pas. Et si on ne fait pas ce travail d'identification et de monter en conscience, on ne peut pas dessiner quelque chose qui est différenciant. Et en effet, sur certains profils, c'est difficile parce que tout le monde s'arrache les mêmes profils. Et là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Hein. Vous développez votre marque employeur, vous prenez le temps pour ça, vous recrutez. C'est ça dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a énormément de DAF qui portent la fonction RH. Et dans la fonction RH, il y a la fonction de recrutement. Est-ce que quelqu'un qui a été formé en étant DAF est à même de porter la fonction DRH? Est-ce qu'on demanderait à une DRH de porter la fonction DAF? La réponse est non. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une sous-évaluation des enjeux humains dans l'entreprise et que les dirigeants ne se rendent pas forcément compte de tout ce que ça implique. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas travailler sur des sujets qu'on n'a pas identifiés. On ne peut pas voir ce qu'on n'a pas appris à regarder. Et c'est ça qui est souvent très, très embêtant finalement, parce que là, vous demandez des petites choses, des tips, sauf que le travail, il serait presque de revoir aussi les formations dans les écoles de commerce, à l'école, etc., dès le plus jeune âge, pour que tous ces enjeux humains ne soient pas quelque chose qui soit facile, comme ça. La communication, c'est quelque chose de facile. Les RH, maintenir une équipe, la cohésion. Voilà, on achète un livre, on devient leader en 250 pages. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je voudrais compléter que déjà, quand il y a cette question qui est posée, comment faire, ça veut dire qu'on a conscience de la problématique. Et ça, c'est juste énorme parce que la majorité des porteurs de projets et des startups, ce sont des porteurs de projets. Ce sont des gens qui y vont parce qu'ils ont un produit dans la tête, un service, une idée et qui veulent apporter à la société. Ce n'est pas forcément des meneurs d'hommes. C'est une autre compétence. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont des aptitudes au management. Alors, on parle d'aptitudes naturelles, je veux dire, c'est quand même un positionnement, un questionnement perpétuel, un regard sur l'autre et sur soi. Et rien que de se
poser la question, ça veut dire qu'on sait qu'il faut aller chercher de la ressource. Donc, c'est déjà un point énorme. Que ce soit en échangeant avec le biotope, enfin avec l'écosystème, en allant se cultiver, en consultant ses salariés, en se demandant comment répondre, que faire des réponses qui sont apportées, quelles questions poser. Savoir que quand on pose une question, il va falloir déjà gérer la réponse. Est-ce qu'on veut vraiment une réponse à la question qu'on pose? Est-ce qu'on veut vraiment savoir si le salarié a envie qu'on ouvre l'actionnariat? Parce que s'il vous répond oui, il faut être prêt à ouvrir. Voilà, c'est vraiment un positionnement et finalement, c'est travailler quoi? Ce qu'on veut devenir, quel chef d'entreprise, quelle entreprise on veut porter d'ici 2, 3, 5 ans pour avoir déjà une espèce de roadmap et se dire que ça va bouger tout le temps, ça va bouger parce que les équipes vont croître, le service, l'idée du projet peut déjà être amenée à être bousculée, donc c'est un éveil permanent et du moment qu'il y a l'éveil et la conscience de cette difficulté, je pense qu'on est déjà bien parti, quoi. Merci à toutes les deux. Je prends une question sur le chat qui vient parfaitement compléter celle que je souhaitais poser. Et je remercie donc Benoît, qui, comme d'habitude, est connecté dans ma tête. Une question toute simple que je souhaitais poser, c'était la question de la préservation de l'ADN d'une entreprise et de sa diffusion progressive au fur et à mesure que l'équipe grandit. Au départ, on part souvent d'une bande de copains, de copines, en tout cas de personnes qui croient en un même projet avec des valeurs qui sont régulièrement communes. Et puis, cette entreprise, elle va grandir, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Il va falloir préserver cet ADN, peut-être sortir des relations, historiques, et puis faire grandir l'entreprise. Arrive un moment, et là, c'est la question de Benoît, où d'autres profils, plus expérimentés probablement, ce qu'on pourrait appeler des A-players, des gens qui ont connu des expériences dans d'autres entreprises, dans d'autres scale-up, qui ont réussi, qui se sont projetés à l'international, qui étaient sur des chiffres d'affaires beaucoup plus volumineux. Ces profils-là vont rejoindre notre startup. Comment faire en sorte que cette intégration se passe au mieux en sachant qu'ils ont notre culture, qu'ils ont d'autres exigences, financières en particulier, qu'ils ont d'autres expériences peut-être plus abouties. Comment faire en sorte à la fois que ces profils s'intègrent bien dans notre startup et comment faire aussi que l'équipe en place depuis le début ne se sente pas malmenée, exclue et se sente aussi malgré tout valorisée. On peut avoir un sentiment peut-être du côté de ces profils historiques, peut-être pas de relégation, peut-être que le terme est un petit peu fort, mais comment réussir à les valoriser malgré tout aussi? Alors, Tiffen, je pense que c'est du petit lait puisque c'était un exemple. Enfin, c'est le cas classique et je veux dire vraiment l'exemple classique de la start-up qui grossit et le nœud en fait, le focus de beaucoup de problèmes, beaucoup de déboires. Tiffen, si tu veux développer, parce que je sais que tu as des choses en tête et des exemples récents en plus. On t'entend pas. Excusez-moi. Oui, c'est une très très bonne question et je dirais que c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, les entreprises ne se développent pas de la même manière. Entre une équipe qui était 10 et qui passe à 30 ou une équipe qui était 10 et qui passe à 150, déjà, ça n'a absolument rien à voir. Mais je dirais que c'est pour ça qu'il faut penser les choses le plus tôt possible. C'est-à-dire, voilà, Sébastien, Juliette sont là depuis le départ. Ce sont des couteaux suisses, ils font un peu tout, ils sont sur la com, ils sont sur le développement, le commercial, tout le monde un peu bricole dans son coin. Et puis en effet, après, ça se développe et puis on a besoin de compétences qui sont beaucoup plus spécialisées. Donc en effet, qui peuvent avoir des expériences plus valorisantes en termes de salaire, en termes de responsabilité. Et là, je vois pas comment on peut échapper, entre guillemets, au fait de le mettre sur la table, en fait. C'est tout. Je pense qu'il faut le dire, il faut en parler, il faut ouvrir le dialogue avec les premiers qui étaient là, et le plus tôt possible, parce que les premiers, peut-être qu'ils vont se rendre compte par eux-mêmes que le lien qui les lie à l'entreprise, c'était aussi quelque chose de l'ordre de l'affectif. Et peut-être que dans leur projet professionnel, la réponse de cette entreprise n'est plus forcément adaptée pour eux. Ou alors de l'anticiper le plus tôt possible et puis de prévoir, je sais pas, une formation complémentaire, de joindre un peu les appétences des gens et leurs compétences et de prévoir un peu une formation
qui va leur permettre de répondre à cette évolution. Mais en tout cas, voilà. Et là, l'exemple que j'ai récent, donc c'est une start-up qui s'est beaucoup développée, hein, qui est passée en 5 ans de 10 à une quarantaine de salariés. Et quand j'ai fait le diagnostic organisationnel et social, je suis effectivement tombée sur… c'était une boîte qui s'était fondée avec 2 dirigeants principaux et deux associés minoritaires qui avaient participé beaucoup au développement de la structure au départ, qui avaient bossé comme des fous pendant 3 ans. Ils étaient plutôt 4 au départ, puis vite, à partir de 3-4 années, ils se sont beaucoup développés. Et en effet, dans le diagnostic, c'était toute la problématique parce qu'ils n'avaient pas forcément envie d'être managers parce que c'est des experts. Donc, ça pose aussi la question du management tel qu'on s'imagine dans des sociétés innovantes où les gens ont des profils très experts. Ils n'ont pas forcément envie d'être des managers. Donc, quelle est la promesse que peut faire l'entreprise? Comment est-ce qu'il peut fidéliser des gens qui sont experts et qui n'ont pas forcément envie de devenir dans une hiérarchie ou quelque chose de l'ordre de cette évolution un peu classique? Donc, voilà. Et eux-mêmes, ces 2 salariés-là qui étaient des associés minoritaires, ne savaient pas forcément répondre à cette question. Donc, c'était un peu déroutant. Parce qu'ils voilà, ils disaient, bah oui, j'ai besoin, en fait, ils ressentaient le besoin d'évoluer, mais ils ne savaient pas forcément formuler, parce qu'ils ne voulaient pas devenir manager. Effectivement, il y avait cette histoire de salaire, mais qu'il fallait qu'elle corresponde quand même avec finalement une modification de leur situation, de leur rôle, d'où justement le bénéfice de penser à une grille salariale le plus tôt possible et d'imaginer qu'il va y avoir des gens plus expérimentés, avec un profil plus pointu, etc., sur certains sujets, qui vont faire que peut-être les premiers finalement qui sont arrivés, une fois la grille faite, ils vont peut-être être dans l'équipe d'une autre personne qui va arriver après et qui va être leur manager. Donc ça, c'est à penser assez tôt. Et peut-être qu'en effet, il y a des gens qui sont arrivés au début, qui ont beaucoup donné, et il y en a certains, ils vont vouloir partir, et dans ce cas-là, il va falloir le penser et l'aborder le plus tôt possible. Et d'autres qui vont pouvoir s'adapter, évoluer, se former, prendre des responsabilités sur d'autres sujets. Voilà, il n'y a pas de recette en fait. C'est vraiment un dialogue qu'il faut instaurer le plus tôt possible. Et que surtout, il faut que les choses soient cohérentes. Parce que si vous mettez de la cohérence et que cette cohérence est validée par votre équipe, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien en fait. Une question d'Anna, intéressante et pertinente. Comment parvenir à cerner précisément les compétences d'un candidat à partir d'un entretien et d'un CV? Je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple. Alors, il y a 2 choses finalement. Il y a cerner les compétences au sens strict d'un candidat, et puis il y a cerner les compétences potentielles qui vont nourrir l'équipe et qui vont correspondre aux enjeux de l'entreprise à horizon 6 mois, 1 an et demi, peut-être plus. Alors déjà, sur Laurence, tu veux peut-être dire quelque chose? Ma réponse, elle est simple. C'est un métier. Hein. C'est un métier à part entière. Je pense qu'il faut des capacités, il faut une expertise. Personnellement, en tant que dirigeante, je me suis frottée à l'exercice. J'ai bien compris que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui, même en passant par des professionnels aguerris, reste à peaufiner. Et je veux dire, le recrutement, c'est jamais simple et c'est jamais bingo. Je coche toutes les cases et ça va le faire pendant 10 ans, quoi. Donc, c'est quelque chose qui se travaille en permanence. Tiffaine, tu vas pouvoir être plus précise. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps, comme on disait tout à l'heure, il faut prendre le temps de creuser et de concert avec la personne. C'est-à-dire que l'idée, avec toujours l'intention que ce soit le bon match à la fois pour l'entreprise et pour le candidat. Donc, sortir de la posture de vérification des compétences. C'est pas le sujet d'aller piquer la personne, d'aller évaluer son niveau. C'est plutôt de dire, voilà, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Moi, je vais vous dire ce dont j'ai besoin et puis on va essayer de voir si ça peut coller. Et je sais que dans d'autres États, notamment les États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance, il me semble, que nous, parce qu'il n'y a pas de problème de prendre quelqu'un quelques jours, de le faire travailler sur un projet et puis de voir si ça va au bout du compte. Parce que de la même manière que ce que je racontais tout à l'heure sur cette personne qui était DAF, et finalement le dirigeant, il ne sait pas ce que c'est qu'une DAF, il vient d'un domaine spécifique de compétences, et donc il fait confiance. La personne qui se dit être DAF, c'est bien, pourquoi est-ce que je ne ferais pas confiance?
elle a les expériences qui vont dans ce sens-là. Donc au final, si on n'est pas en situation, et ça, je pense que la mise en situation, c'est quelque chose de très important, et par ailleurs aussi, de concert avec le candidat, il ne s'agit pas encore une fois de faire une enquête, mais éventuellement d'organiser un dialogue, pourquoi pas, avec les anciens employeurs ensemble. Voilà, moi j'ai envie de dire de pousser les portes et de ne pas s'interdire de choses, surtout dans l'intention en fait, de se dire, bah voilà, on va mettre en place des actions, je ne sais pas, tester quelqu'un sur quelques jours, quitte à le payer, hein, quitte à payer cette personne-là quelques jours. On va discuter avec l'employeur, un ancien manager à 3, puis on va voir, on va repérer ensemble. Mais c'est ça en fait l'idée, c'est de se dire, ne nous arrêtons pas à ce qui est protocolaire, quoi. Je pense on se met trop de limites sur non, ça va être mal vécu, ça va être mal perçu, etc. Du coup, on se limite. Et puis finalement, c'est bien ni pour le candidat, ni pour l'entreprise. Et je dirais en complément que les compétences en général, les compétences techniques, c'est très facile, c'est le plus facile à vérifier, mais pourquoi pas les vérifier, comme disait Tiffaine, in situ, c'est-à-dire faire pratiquer des exercices, des journées, parce que ça permet de vérifier, enfin de se mettre d'accord sur ce qui peut être fait, mais ça permet aussi de voir comment ça se passe avec le reste de l'équipe. Tout simplement, comment ça pourrait se passer, parce que c'est aussi important, on le sait, l'intégration d'un nouvel arrivant ou d'une nouvelle arrivante dans une équipe, c'est pas rien. Ça peut déstructurer, ça peut déstabiliser quelque chose, une organisation qui roule bien. Quelque chose que j'ai trouvé assez innovant aussi, que j'ai vu dans je ne sais plus quelle entreprise, ils avaient monté un réseau social dédié pour un échange entre les gens, les salariés qui travaillent dans l'entreprise et les candidats externes qui avaient des questions à poser directement aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Ça, je trouve que c'est un dispositif qui est excellent. J'ai pu observer ces dernières semaines que pas mal d'entreprises, tech en particulier, proposaient aujourd'hui 3 entretiens de recrutement. Un premier avec, notamment sur des profils un peu technologiques, un premier avec les créateurs, fondateurs, associés au DRH, un deuxième avec l'équipe technique pure, avec le CTO par exemple, et un troisième entretien avec les profils, j'allais dire l'environnement professionnel immédiat de la personne qu'elle est recrutée. Son N+1, mais aussi les personnes avec qui il allait travailler au quotidien. C'est un sujet qui est encore amené, de votre point de vue, en tout cas, à monter en puissance. Oui. Alors, moi, je dirais que par rapport à ça, je vois tout de suite le risque. Je trouve que c'est un très bon exercice sur l'intention. Et il ne faut pas faire fi des intérêts et des jeux dans les entreprises. C'est-à-dire que, évidemment, un dirigeant va pas voir la même chose qu'un salarié. Et ça, c'est bien, c'est parfait, justement. Il faut les deux. Mais justement, comment est-ce qu'on va penser le fait que l'interprétation qu'on va avoir des compétences… Ah, on t'a perdu, Tiffaine. Ouais. Tiffaine, tu as dû appuyer sur… Voilà, oui. Excusez-moi. J'étais en train de dire, oui, que cet exercice me paraissait très intéressant, mais en même temps risqué. À partir du moment où chacun va voir les choses de la manière dont il voit et pense selon ses intérêts, et j'insiste là-dessus, je voudrais que, vraiment, ce que j'aimerais, c'est que les intérêts, ce ne soit plus un terme négatif. On a tous un intérêt dans notre travail au quotidien à ce que les choses avancent selon notre propre représentation des choses, et c'est bien normal. Donc, quand on dit d'un salarié ou d'un dirigeant qui pense à ses intérêts, oui, et alors, oui, c'est normal. Et en fait, le fait de faire des entretiens sur les 3 niveaux, ça me semble très intéressant à partir du moment où, en amont, on s'est bien mis d'accord sur justement ce qui était la définition commune de ce qu'on allait identifier comme étant des critères importants pour prendre une décision finale. Non seulement ça, et justement à propos de décision, de se mettre d'accord tout de suite, le dirigeant et l'équipe intermédiaire et l'équipe salariée, comment cette décision va être prise. Parce que de la même manière que je disais que faire travailler ces équipes sur des enquêtes et ne pas leur donner de retour, ça va avoir le même effet. Si vous faites participer vos équipes, mais que vous ne prenez pas du tout en compte finalement la décision qu'elles prendraient elles, et que vous la
c'est pas que c'est un problème, c'est qu'il faut le dire en amont. Voilà, vous avez tel niveau de participation, vous participez et vous décidez. Nous, on décide, vous participez. Voilà, et ça, d'être très clair là-dessus parce que ça peut être vraiment contre-productif. Merci beaucoup. Une question complémentaire de Camille. Niveau gestion, comment mettre en place ces journées de test en dehors d'un contrat de travail? Donc, journée de test, effectivement, pour évaluer la capacité de la personne qui potentiellement pourrait rejoindre l'équipe à s'intégrer, à travailler en bonne cohérence. Est-ce qu'il y a un cadre technique, juridique qui permet effectivement ce type de test en dehors ou du temps libre du candidat ou tout simplement de la période d'essai? Après, ça dépend effectivement, si vous voulez faire travailler la personne une semaine, il va falloir trouver un cadre législatif. Si vous voulez la faire travailler sur des projets qui sont confidentiels ou qui incluent l'accès à des données externes, oui, il va falloir un cadre. Là, ce dont on parle, ce sont plutôt des temps de mission courts, de tâches, j'allais dire, modèles. Voilà, et donc là, au niveau du cadre, je n'ai pas d'idée de formalisme particulier. Je sais ça dépend aussi par qui vous passez, parce que si le candidat je sais que Pôle emploi donne accès à des sessions d'une quinzaine de jours de travail, donc qui sont indemnisés, mais surtout qui sont encadrés juridiquement pour tester les candidats et leur apporter aussi un insight sur un métier auquel ils n'auraient pas accès. Après, non, je n'ai pas plus voilà, faut pas. En France, on ne fait pas travailler les gens gratuitement, donc il faut que ça reste raisonnable, quoi. Si c'est une matinée, une journée, je pense que ça peut se faire. On peut déjà voir beaucoup de choses sur une journée et que ça peut se faire tranquillement, quoi, sans cadre spécifique. Oui. Bon, merci à tous les deux. Bon, il y a plein de jolis compliments sur le chat. Merci, gentil. Sur la pertinence et l'intérêt de cette intervention. S'il n'y a plus de questions, je vous propose d'en arriver à la conclusion. Philippe et Laurence, évidemment, et puis Tiffaine, si tu souhaites passer encore un dernier message. Un dernier message, je vous partage ce que Gilles Raymond, un entrepreneur bien connu dans l'écosystème local, signalait dans une interview French Tech Box qu'on a réalisée ici dans nos locaux à la French Tech. Il partageait une expérience avec un des plus grands investisseurs mondiaux qui était prêt à investir dans des startups vraiment, c'est en dizaines, voire en centaines de millions d'euros. Et il lui posait la question, quels sont pour vous les 3 critères pour investir dans une startup? Et ce fameux investisseur lui a répondu en 3 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, l'équipe. Le deuxième élément de réponse, l'équipe. Et le troisième élément de réponse, l'équipe. Et je crois que tout ce qui a été abordé dans le cadre de ce webinaire peut être résumé avec cette petite anecdote qui en dit long sur, certes, la nécessité de se développer, de faire du chiffre d'affaires, des levées de fonds, d'avoir du financement, de la trésorerie, du marché, des clients, évidemment, mais sur la nécessité absolue de constituer des équipes, une équipe, et justement, pas des équipes, une équipe, avec une manière de travailler, une manière d'objectiver, une manière de comprendre, une manière de dialoguer qui est la plus claire, saine, directe, honnête qui soit, de façon à ce que les intérêts de chacun, et j'aime beaucoup cette remarque, Tiffaine, sur les intérêts, il n'y a pas de problème à avoir des intérêts, la seule chose, c'est qu'il faut juste comprendre quels sont les intérêts de chacun, de tout le monde, personnel, collectif, commun, etc. C'est un sujet qui est absolument indispensable à prendre en compte dès qu'on se lance dans l'entrepreneuriat et surtout dès qu'il s'agit d'augmenter les effectifs et de grandir en échelle ou de scaler, comme on dit dans le jargon de la French Tech. En tout cas, merci pour vos éclairages, Laurence et Tiffaine, c'est absolument passionnant. Merci à vous. Je rajouterai juste un point, Philippe, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ce qui est fascinant, c'est que quand nous, on cite l'anecdote que tu viens de citer sur l'équipe et l'équipe,
on ne nous croit pas. Donc voilà, parce qu'il reste encore l'écosystème des startups et des porteurs de jeunes projets reste encore très imprégné de le cash, le cash, le cash. Et quand on leur dit vraiment, attention, les investisseurs vont venir vous chercher, c'est bien, mais ils vont venir vous chercher sur votre équipe et vous allez être en difficulté à un moment donné. Faites attention à votre équipe et à qui vous accompagne dans ce projet. C'est difficile à faire passer comme message et c'est pour ça que quand les gens commencent à se poser les questions en se disant comment je vais faire, ils sont déjà sur la bonne voie parce qu'ils se posent la question. Le vrai terme derrière, c'est l'exécution. Un bon nombre d'entrepreneurs, peut-être des entraîneurs aussi d'ailleurs, bon nombre d'entrepreneurs se sont obnubilés, et c'est à juste titre, sur le cash, la trésor, etc., sur les aspects finances, parce que évidemment que c'est important. Mais un grand nombre d'entrepreneurs qui ont un peu de recul, je ne fais pas trop de généralité, mais qui témoignent après coup, sont très obnubilés aussi sur la partie exécution. Et ça, c'est un sujet absolument indispensable. Tiffaine, est-ce que tu souhaitais rajouter un dernier élément ou est-ce qu'on a fait le tour des messages clés que tu souhaitais faire passer également? Non, je terminerai juste par dire que finalement, quand on y réfléchit bien, le financement et le marché, la manière dont on les réfléchit, ce sont des hommes qui pensent à ça. Donc, c'est l'équipe, donc c'est la compétence. Pourquoi le marché ne fonctionne pas? Parce que peut-être vous avez pris un chargé de marketing qui n'est pas du tout dans les études marketing et qui ne sait pas forcément aller à la rencontre des usagers futurs de son produit et de son service, et que c'est pour ça que finalement le marché il n'est pas là. Donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas tout ramener à l'équipe, à la compétence, à la manière dont on réfléchit à nos projets? Je vous laisse y répondre. Merci beaucoup. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en amorçage de ce webinaire, vous aurez l'occasion de pouvoir vous y référer dans quelques heures. On va le mettre sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de la journée, j'espère, demain matin au plus tard. Je me suis permis de mettre sur le chat le lien de la vidéo dont parlait Philippe tout à l'heure, sur la vidéo de Gilles Raymond sur l'équipe et l'équipe. Et puis, j'ai également rajouté mon adresse email pour une raison très simple, c'est que si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec XCO Conseil, s'il y avait des sujets, des interrogations, des questions, des doutes peut-être auxquels vous êtes confrontés, n'hésitez pas à me faire passer un petit mail et je vous mettrai en lien évidemment avec Laurence et avec Tiffaine pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair et essayer de faire en sorte que cette phase d'accélération se passe au mieux évidemment dans votre entreprise. Il me reste évidemment à remercier Laurence et Tiffaine. Il me reste à vous remercier bien sûr pour votre participation durant ce webinaire. Prenez soin de vous, faites attention, on est tout à fait sorti de l'auberge. On espère très vite, le plus vite possible, pouvoir vous proposer ces rendez-vous en physique, dans nos locaux, à la Cité Numérique. Donc ça tombe bien, XCO est voisine quasiment. Vous êtes à quelques rues de chez nous. Un grand merci encore pour votre participation. Merci. Excellente journée à tous et à très vite sur d'autres événements de la Fnac Bordeaux. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci Laurence, Tiffaine, merci Michael. Très bonne fin de journée à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.